Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de EPAF et aujourd'hui très heureux d'accueillir celui qui sait tout sur tout le monde, il sait tout sur toutes les stars, qu'elles soient mortes ou vivantes, en tout cas lui il est bien vivant, c'est Fabien Lecoeuvre. Bonjour Fabien. Bonjour Nicolas, et heureux d'être parmi vous. Eh bien très heureux également, alors je l'ai dit en introduction, vous connaissez tout sur les stars de la chanson, d'où vous vient cette passion pour la musique? Alors tout, c'est un grand mot, hein, vous savez, j'en apprends même encore au stade où j'en suis. Donc non, non, vous savez, ça vient, ce sont des vocations. C'est comme un médecin, c'est comme un instituteur. Je pense qu'on a cette vocation très tôt, ce qui m'est arrivé, moi d'ailleurs, dans mon enfance. J'avais la chance d'avoir une tante qui s'appelait Simone et qui m'emmenait quand j'étais petit dans les spectacles voir aussi bien Tino Rossi, Joséphine Baker, Georges Brassens, Annie Cordy, Sylvie Vartan, Claude François ou des gens aussi divers et variés que Marcel Amont et puis tout un tas de gens comme ça. Et justement, est-ce que vous avez rêvé d'être artiste à votre tour, ou plutôt de voir les artistes? Alors curieusement, on m'a souvent posé cette question d'ailleurs, je n'ai jamais voulu chanter ni même jouer la comédie, non, parce que je crois que je n'ai pas ce talent. J'ai chanté une fois à l'Olympia. C'était à la demande de mon ami Patrick Sébastien, puisqu'il m'avait déguisé, travesti, on va dire, en C. Jérôme. Et c'était en direct sur France Télévisions, c'était en 2014, The parce que Fiesta. c'était The Fiesta, puisque lui célébrait à ce moment-là ses 40 ans de carrière, d'arriver à Paris. Et donc, il trouvait que j'avais une ressemblance avec C. Jérôme. Il trouvait qu'à chaque fois, j'avais une manière de. Je parlais un peu comme lui, tout ça. Et effectivement, il est. Comme tous les grands imitateurs, ce sont des gens qui ont une oreille très, très, très ouverte et un œil très attentif. Et surtout, il avait vu que je chantais comme C. Jérôme. Alors que j'avais jamais chanté de ma vie du tout. Mais j'avais exactement le même timbre, parce que je parle comme lui aussi un peu dans la vie. Je m'en suis aperçu après, moi. Et c'est Donc, vrai que tout le public de l'Olympia, je me souviens, était déguisé, c'était en direct un gros show, ça avait cartonné sur France 2. ouais. Et moi, j'étais sur scène, parce que dans la salle, j'aurais préféré ce jour-là. Mais je me suis retrouvé sur scène à chanter en direct avec un grand orchestre, donc sur France Télévisions, avec une salle remplie à ras-bord. Je peux vous dire que je me suis aperçu que c'était vraiment pas mon métier, hein. Vous êtes rentré dans ce milieu très jeune et comment les portes se sont ouvertes? Curieusement, en fait, j'ai fait des stages. Moi, j'ai eu mon bac très tôt, à 15 ans et demi. J'ai un bac G3, hein, c'est le pire des bacs, il paraît. C'est économie-gestion. Et après, j'ai fait mon diplôme de la Chambre de commerce de Paris après le bac, qui se faisait en 2 années, rue Armand-Moisan, dans le 15e. Et cette école de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris avait un circuit de télévision en interne. On est à la fin des années 70, hein, c'est-à-dire on est entre 77, 78, 79. Et puis, moi, j'ai été d'abord délégué de classe, puis délégué de toutes les classes. Enfin bref, et puis je me suis retrouvé consigné, on va dire, tous les 15 jours pour présenter une émission qui était reliée par câble à Rennes, à Lyon, à Lille, à Toulouse, Marseille et tout ça. Et puis voilà, bon, c'était sympathique. Et un jour, Lynn Renault, qui faisait sa énième rentrée au Casino de Paris, donc ça devait être en 78, eh bien, elle est venue parler de son spectacle pour toucher les CE, des comités d'entreprise en fait, de la Chambre de commerce de Paris, pour essayer de vendre aussi d'autres billetteries, parce que c'était déjà, je crois, la deuxième ou troisième saison qu'elle faisait au Casino de Paris. Ça marchait très bien, mais bon, à un moment donné, il travaille avec les collectivités, évidemment. Et donc, elle est venue parler dans l'émission de ça, et puis j'ai reçu une invitation chez elle à la Jonchère, on a sympathisé. Comme elle est ch'ti, elle est du Nord, et moi aussi je suis un ch'ti, puisque je suis né à Paris, moi, mais toute ma famille est originaire entre Arras et Douai, dans le nord de la France. D'accord. Et donc, voilà comment on a sympathisé. Elle m'a ouvert des portes. Elle m'a permis de faire un service militaire déjà sympa, pistonné, puisque j'étais au ministère de l'Air à Ballard. Quand je faisais mon service militaire, j'arrivais à rester stagiaire en maison de disque. Je m'organisais toujours je terminais plus tôt de Ballard. Et voilà, et je rejoignais la maison de disque vers 18h. Vous devenez attaché de presse très vite de plusieurs stars. Standard, hein, vous savez, parce qu'il n'y avait pas d'école d'attaché de presse à l'époque, ça n'existait pas. Moi, aujourd'hui, j'enseigne dans toutes ces écoles, que ce soit les écoles d'attaché de presse ou le SJ ou même le Sud École de France, ici, le Molino. Mais à l'époque, ça n'existait pas, hein, à la fin des années 70. C'était des métiers improbables, hein, les métiers de la communication. Et donc on fait du standard. Et puis, vous savez, le standard, quand on fait des stages, c'est les meilleures places. Parce qu'on a tout le monde au téléphone. C'est-à-dire de la plus grande star au mec qui tient la brasserie du coin, au président de la République. Enfin, on a tout le monde au téléphone, un standard, généralement, hein. Donc vous gardiez contact et vous preniez les numéros. Téléphone.
de cette manière. Et puis voilà, puis après, vous savez, il y a un attaché de presse qui s'en va dans la maison de disques, vous prenez le poste parce qu'on dit finalement, lui, il serait bon attaché de presse. Sachant... Après, vous savez, c'est des vocations. La relation publique, c'est une vocation. Et vous le savez pas. Et Oui. vous avez été attaché de presse de pas n'importe qui. Il y a eu Claude François, notamment. Alors, j'ai failli, Claude François. Claude Ah, François, j'ai failli, ça a failli se faire, parce que j'avais fait des propositions de stage au départ. J'avais été reçu, évidemment, par lui dans les bureaux Flèche, à l'époque, boulevard Excelmans. Et puis, ça s'est pas fait. Il est mort, malheureusement, 3 mois après. ouais. Donc je me suis retrouvé après en maison de disques. Alors après je me suis occupé de plein de gens divers comme Karen Cheryl, comme Douchka pour Walt Disney, parce que j'ai fait 7 ans au Walt Disney en tant qu'attaché de presse aussi. J'ai fait les To Be Free, j'ai fait Amanda Lear, j'ai fait je sais pas ce que j'ai fait en maison de disques, enfin j'ai fait le Claudia Cardinal, la grande époque du disco, Bobby Solo, enfin toutes ces choses là comme ça, disco. Et puis après Disney, et puis après j'ai monté ma propre structure de presse. Parce que vous savez, vous arrivez avec 60 d'années, les maisons de disques ne peuvent plus vous payer. Ils préfèrent engager des mecs qui débutent, parce que ça coûte moins cher, évidemment. Alors que les types, quand vous avez déjà 10 ou 15 ans de bouteille en maison de disques, ça les ennuie parce que vous avez des gros salaires à un moment donné. Donc ils préfèrent que vous soyez à votre compte. Donc j'ai monté ma structure. Ça devait être au début des années 90, tout début des années 90. Et puis ça fait 30 ans, donc là ça fait plus de 30 ans que j'ai monté mon entreprise, voilà, qui porte mon nom. Œuvre organisation. Donc oui, alors vous continuez dans votre société. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous faites? Je fais toujours de la communication. Je suis devenu un peu plus qu'attaché de presse. Je suis devenu d'abord directeur de communication pour des gros événementiels. Et puis après agent, évidemment, parce qu'après il y a des artistes qui me font confiance depuis des années. Comme qui par Évidemment. exemple? Vous savez, c'est toujours saisonnier. Hein. Alors ça peut être une année, ça peut être Michel Thor, ça peut être Chantal Goya, ça peut être Michel Polnareff pendant 14 ans, par exemple. Après, c'est Claude François depuis 30 ans, toute la carrière posthume, parce que c'est un énorme travail en termes de communication, en tout cas, surtout quand on n'a pas l'artiste. Donc il faut chaque fois créer des événements, etc. Et puis je travaille pour beaucoup d'événementiels, que ce soit des ministères, que ce soit la Poste, que ce soit où j'interviens sur de l'événementiel ou de la com pour eux, quoi. Enfin voilà. Donc ou le syndicat national des antiquaires, ou même moi-même je suis expert pour les tribunaux dans toutes les successions ou dans les ventes aux enchères qui concernent que la chanson française. Et donc on parle de l'univers de la chanson. Selon vous, quel est l'événement vraiment qui vous a marqué et qui a peut-être marqué les Français? On a parlé de la mort de Claude François en mars 78. Est-ce que ça fait partie d'un événement qui vous a marqué? Alors oui, quand Claude François nous a quittés, je ne faisais pas encore ce métier, à peine, tout juste. Je faisais des stages, tout ça, mais j'étais pas professionnel vraiment encore. J'étais encore en stage, moitié en école, moitié etc. Donc c'est un peu... Non, il y a un événement qui a été un événement très important au-delà de la mort de Claude François, qui bien sûr, j'en parle souvent de Claude François, puisque comme je vous l'ai dit, aux côtés de Claude et Marc François, j'organise un peu les événementiels. C'est la disparition de Johnny Hallyday. Décembre 2017. Le 5 décembre 2017, absolument, Nicolas, vous avez raison. Ça a été un événement important parce que j'ai pris l'antenne sur BFM TV à 5h du matin, avec Candice Mahout à l'époque, très tôt pour annoncer que Johnny Hallyday venait de mourir. On m'a réveillé en pleine nuit, bien sûr je dormais, donc je me demandais pourquoi les téléphones sonnaient. Le chauffeur était déjà en bas de chez moi, de mes bureaux. Enfin, c'était une folie, cette histoire. C'est vrai que quand une personnalité musicale décède, on a souvent tendance à vous appeler et on vous voit régulièrement sur les plateaux télé. Oui, parce que, vous savez, les chaînes info, mais comme les autres émissions, ont besoin de personnages, en tout cas de personnes comme moi, qui sont capables de tenir toute une émission sans fiche, en racontant des anecdotes. Le problème aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on fait appel à des personnalités comme moi, en fait, c'est-à-dire que moi je le vois et j'essaye un peu, je me suis interrogé, j'essaie de pourquoi on en faisait appel à moi, plus qu'à un autre. Parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui n'ont pas forcément, qui n'ont rien préparé. Et qui sont capables de raconter la vie de Johnny, de Claude François, de Michel Delpech, de David Bowie, des gens aussi divers et variés, Pierre Bellemare, dans quelle que soit la catégorie de personnalité ou d'artiste, ils sont capables de parler pendant 1 heure sans avoir une fiche ni un prompteur. Parce que c'est souvent le problème. Moi, je vois des gens qui font des émissions aujourd'hui, des fois sur RTL, sur Europe 1, etc., qui parlent de chansons, qui sont des fois des spécialistes musicaux, mais tout est préparé, soit par des assistants, évidemment, ou soit par des collaborateurs, et puis ils découvrent souvent les fiches, même en faisant de l'émission, très souvent. Bon. Alors en même temps, on ne peut pas mettre que des spécialistes partout, parce que les spécialistes sont rares, et puis ce sont eux qui traversent le temps souvent. Pourquoi j'interviens souvent. Vous me voyez souvent dans des émissions comme Cyril Hanouna TPMP. Vous me voyez, bon, j'ai fait 14 ans les années bonheur aux côtés de mon ami. Oui. On se voit toujours d'ailleurs. On va y revenir.
aussi comme Héritage, Sur NRJ12. sur Il y a eu NRJ12. un numéro avec les frères Bogdanov où on vous a vu. Et les frères Bogdanov récemment. J'avais fait Claude François il y a 3 semaines. J'ai fait Charles Trenet, j'ai fait Christophe, j'ai fait enfin Coluche. Je suis intervenu sur beaucoup d'émissions comme ça pour raconter un peu ce qu'il n'y a pas sur Internet, sur Wikipédia, ce qu'il n'y a pas sur Wikipédia, ce qu'il n'y a pas dans les livres. C'est-à-dire qu'il faut toujours raconter des histoires pour en même temps intéresser le téléspectateur. Parce que c'est ça, tout le monde peut raconter une histoire, mais il y a toujours une manière de la raconter l'histoire, de la faire vivre. D'ailleurs, on me fait souvent ce reproche, pour ceux qui m'aiment pas, vous savez, c'est normal, c'est le jeu. Hein. Bon. On a toujours l'impression que quand je raconte la mort de Claude François, par exemple, les gens me font presque le reproche, enfin mes meilleurs ennemis, on va dire, que j'étais pratiquement dans la salle de bain au moment où ça s'est passé. Pour se moquer de moi en même temps. Bon. Tout ça, c'est gentil, mais parce que c'est la manière dont on raconte les choses qui font qu'on s'accroche comme ça un peu à l'histoire et au type qui raconte. Et j'ai fait de la télé grâce à une personne, d'ailleurs, c'est la première qui m'a mise en télévision, parce qu'au départ, je faisais des livres, mais j'avais même pas imaginé une fois que j'allais faire un jour de la télé dans ma vie, du tout. Mais j'ai tellement vu faire les gens de télévision, des bons, vraiment des gens qui sont nos maîtres à nous, que ce soit des Patrick Sabatier, des Michel Drucker, des Julien Lepers, des gens qui sont très doués, même des Christophe de Chavannes, des gens comme Cyril Hanouna. J'ai fait 3 ans de radio avec Cyril Hanouna, moi, à la télé. Hein. Donc voilà, c'est-à-dire que j'ai tellement vu faire autour de moi, j'ai observé que c'est comme si j'avais fait des études pour faire finalement de la radio, de la télé. Je respire suffisamment évidente, saccadée pour pouvoir... Oui, c'est voilà, sûr c'est sûr que vous êtes un personnage de télé. Et est-ce que, par exemple, pour toutes ces apparitions-là, vous êtes rémunéré? Oui, bien sûr. Ah ben, c'est bien sûr, je suis rémunéré. Alors, ça va des années... Alors, les années bonheur, c'est un peu plus, parce que là, il y a des préparations. C'est un prime samedi soir sur France 2. Donc là, j'étais rémunéré bien. J'ai d'ailleurs donné mon salaire un jour, je ne sais plus où. Quelqu'un me l'avait donné à Télé Loisirs. Enfin, il y a des gens qui sont spécialistes. 7 000 euros. Pardon, ouais. 7 000 euros, c'était chez Jordan Deluxe. Oui, je crois que ça doit être ça, ouais. 7 000, je crois même. C'était 7 000 euros. Voilà, 7 000 euros par émission. Donc il y en avait 7-8 par an pendant 14 ans. On parlait de la mort de Johnny. Il y a eu aussi un an après, en octobre 2018, la mort de Charles Aznavour qui a énormément marqué. Aujourd'hui, de nos jours, quelles sont nos plus grandes stars dans le monde de la chanson? Il nous reste qui? Non, mais des immenses stars dans la chanson. Il y a Michel Sardou, il y a Michel Polnareff, il y a quand même des gens de qualité encore qui restent, hein, vraiment, hein, qui sont les derniers monstres sacrés, on va dire, de la chanson. Non, il y en a. Il y a des gens quand même qui sont quand même des gens brillants encore. Hein, mais c'est vrai qu'on les compte avec les doigts d'une main maintenant. Hein. C'est vrai que il y a Patrick Bruel qui est une immense star pour moi. Et la relève, vous verriez qui? Ben, la relève, c'est un peu trop tôt, parce qu'une relève, pour être une star, vraiment, il faut avoir déjà au moins 20-25 ans de carrière. Alors les Vianney, les Clara Luciani, tout ça, c'est encore un peu jeune, entre guillemets. Stromae, tout ça. Mais je pense qu'eux devraient s'inscrire sur l'échelle du temps et vont traverser le temps, vraisemblablement. Hein. Il y a Renaud, qui est un digne héritier, grande star encore aujourd'hui. Il y a Sardou, Renaud, Polnareff. Qu'est-ce qu'il y a comme des grands stars qui sont toujours de ce monde? Hugo Frey, par exemple? Hugo Frey, c'est une immense star. Il a traversé le temps à 92 ans. Ça reste pour moi aussi une très grande star, des dernières légendes de la chanson. Et en femme, on n'a pas trop cité de femmes. On pourrait citer Sheila, peut-être, qui a une carrière assez importante. Je ne sais pas si son nom... Sylvie Vartan va rester dans l'histoire, parce que son histoire est indiscutablement liée à John Hallyday. Véronique Sanson, France Gall, puisque c'est France Gall Berger, la légende, on le sait bien. Vous voyez, Sheila, je ne sais pas. C'est une très grande artiste, très grande dame. Elle chante très bien d'ailleurs. Elle a vendu des millions de disques. Hein. Elle a vendu 30 ou 40 millions de disques en France, ce qui est colossal. Ces grosses ventes de disques se sont faites entre 63 réellement et 1983. Et voilà. Elle a encore sorti un album il y a quelques mois. Oui, mais là, les ventes, j'ose pas les donner. Hein. Bon. Donc le problème, c'est un peu différent. C'est que oui, ils sortent des albums, ils font 25 émissions de télé, mais ils vendent pas un disque. Parce que je pense que voilà, ils n'ont plus forcément les mots d'une époque, d'une jeunesse qui fait le succès d'un artiste. Mais c'était pareil pour Charles Aznavour. Quand vous regardez les ventes des derniers albums d'Aznavour, c'est une catastrophe. Alors que les concerts d'Aznavour étaient pleins. Les concerts de Sheila sont pleins.
Dès qu'elle fait une date, il y a tout de suite 5000 personnes qui bloquent, qui vont voir Sheila, parce qu'elle fait partie de l'histoire des Français aussi. Mais à côté de ça, ils n'ont plus les ventes de disques, ça c'est clair. Bon, et puis on ne sait pas si le nom traversera. Et on parlait de votre fonction en tant que conseiller en communication. Vous l'avez été aux côtés de Michel Polnareff, oui, pendant 15 ans presque, vous nous l'avez dit. Et ça s'est mal fini. Il y a une brouille entre vous depuis plusieurs années. Il vous fait beaucoup d'invectives, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, que se passe-t-il? Non, alors ça c'est compliqué. Vous savez, toutes les stars, comme ça, les grandes stars, quand on travaille avec eux, à un moment donné, on se fâche. Parce que souvent, ils deviennent vite insupportables. C'est toujours et moi, à un moment donné, hein, on le sait. Hein. La grosse tête, ouais. Non, c'est pas la grosse tête, c'est qu'ils sont pris dans leur personnage. Mais comme l'était Gainsbourg, moi qui ai eu la chance de déjeuner 2 fois avec Gainsbourg, Polnareff, pour moi, je pense qu'il a eu le même âge toute sa vie. Lequel? C'est-à-dire, dans un corps d'un homme de 78 ans, cette année, Polnareff, déjà, même s'il ne les fait pas, hein, bon. Mais il a 14 ans. Et quand je dis ça, ça n'a rien de péjoratif, parce que on veut que nos artistes aient le même âge toute notre vie et gardent finalement leur fraîcheur, leurs 15 ans, leurs 20 ans, quelque part. Donc à un moment donné, on a le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Et souvent, ces artistes sont entourés d'une cour. Il y a une forme de flagornerie autour d'eux. C'est toujours parce que les gens sont toujours un peu admiratifs, soit c'est des anciens fans, soit etc. Donc c'est toujours un peu compliqué. Les gens qui accompagnent comme ça ces grandes stars. Donc moi j'ai eu un litige avec Michel Polnareff, que tout le monde connaît, qui était sur un contrat. J'étais pas d'accord j'avais un contrat à 16% avec Michel Polnareff, enfin tout le monde le sait, et à un moment donné, il y a eu une chose sur laquelle je suis intervenu, j'ai pas été rémunéré, il a complètement zappé parce que ça l'arrangeait, il touchait plus, il n'y avait pas les codes, et voilà, bon, c'est aussi simple que ça. Bon, mais... Et la réconciliation serait possible? Vous m'avez jamais entendu, ça fait 2 ans qu'on est fâchés, vous ne m'avez jamais entendu dire un mot de travers sur Michel Polnareff. C'est un type profondément talentueux, c'est un génie, pour moi, c'est un immense compositeur, plus que parolier, mais quoi qu'il a fait quand même des grandes chansons aussi, il a écrit de grands textes, mais on va dire qu'il est beaucoup plus connu pour son génie des notes de la composition, on va dire. Bon. Et on peut citer La Folie des Grandeurs, par exemple. Et les musiques, évidemment précieux comme La Folie des Grandeurs, c'est un très très grand mélodiste, son œuvre elle est faite, elle est magistrale, vraiment. Bon, mais après, c'est toujours compliqué. Vous savez, regardez, Polnareff, il a toujours un peu, il m'envoie toujours des messages à travers les réseaux sociaux, toujours un peu, parce qu'il est obsessionnel, parce que c'est, je sais pas, il m'a envoyé, c'est du cyberharcèlement. À ce point. Ah mais vraiment, c'est-à-dire je crois il a mis plus de 1350 posts sur les réseaux sociaux, Michel Polnareff, me concernant, avec à chaque fois un appel à la haine ou à la vengeance. C'est quand même un truc invraisemblable. Alors, l'État n'intervient jamais dans tout ça. Il faut souvent qu'il y ait des morts et des blessés. Si il y a un type qui vient me poignarder chez moi ou qui me tire une balle dans la tête, machin, alors à ce moment-là, on va ressortir le dossier de Polnareff et de Lecoeuvre, on va dire oh là là, mais attendez, mais il était victime de cyberharcèlement, Fabien Lecoeuvre. La police ou les médias. Mais là, tant qu'il n'y a pas de morts et de blessés, généralement, personne s'en occupe. Bon, alors moi, à un moment donné, bon, écoutez, ça s'est un peu calmé, parce que je crois qu'il monte sur scène bientôt. Oui. Où il revient, je crois, au Palace pour faire des concerts, enfin, etc. Vous lui faites sa promo, en plus vous n'êtes pas rancunier. Et parce que sur le fond artistique, vous ne m'entendrez jamais dire du mal. D'abord parce que je sais ce que c'est que la difficulté de lancer des concerts, des albums, etc. Vous savez, c'est pas simple. Et moi, je ne suis pas là pour dire du mal d'un artiste. J'ai travaillé 14 ans avec lui, je ne cracherai jamais dans la soupe. J'ai gagné de l'argent avec Michel Polnareff. Merci Michel Polnareff. Maintenant, après, vous savez, je vais vous dire, la vie, des fois, nos chemins se séparent. Ça peut arriver. Et puis, on peut se retrouver. On s'était déjà fâché une première fois, comme tous les fans de Polnareff le savent. Et puis, un jour, on s'est remariés. Et puis là, on s'est reséparés. Et peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans... C'est une longue histoire. Et voilà, et puis on se tombera dans les bras de l'un de l'autre. Vous savez, je vais vous dire, hein, les fâcheries de ce métier sont pas très graves. Hein. À côté donc de vos apparitions médiatiques, vous avez écrit de nombreux ouvrages, toujours sur cet univers de la chanson. On va citer les derniers. Il y a une saga qui s'appelle La véritable histoire. Donc vous en avez fait sur Jean-Jacques Goldman, sur Patrick Bruel, sur Mylène Farmer. Vous sortez à peu près 4 livres par an. Il y en aura d'autres de prévus? Non, j'en sors pas 4 par an. Non, j'en sors 1 à 2 par an. Mais souvent, dans la même année ou l'année qui suit, j'ai des rééditions d'un livre qui
sorti 2 ans auparavant, comme le dictionnaire des histoires de chansons, où je réactualise évidemment avec les nouveaux tubes, ou alors des rééditions de livres sur Johnny Hallyday ou sur Clo-Clo, et c'est souvent des rééditions. Alors des fois ça tombe mes rééditions où il y en a déjà 1 ou 2 dans l'année et ça fait 4 ou 5. Voilà. Mais moi j'écris mes livres, donc je pourrais pas faire 4 livres dans l'année, surtout quand c'est des dictionnaires. Hein. Il faut des fois un dictionnaire, il m'a fallu quand même 11 ou 12 ans pour le faire. D'accord. Donc, on ne pouvait pas en faire un tous les ans, de dictionnaire. Hein. Et alors, il y a un autre livre un peu plus différent que vous avez sorti le 23 janvier 2020. Est-ce que vous savez à quoi je fais référence? Alors, c'est mon autobiographie. Exactement. Donc, il s'appelle Une chanson dans la tête. C'est vrai que la plupart du temps, vous parlez des autres, mais là, vous parlez de vous, ce qui est assez rare dans les médias. Et c'est vrai que vous avez révélé avoir été malmené physiquement et psychologiquement par vos parents. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors déjà, c'est pas moi qui voulais sortir parce que je posais la question quand mon éditeur m'a dit c'est une collection en fait. Hein. Il voulait que des personnalités de la télé racontent leur vie alors que c'est eux qui habituellement racontent la vie des autres, ce qui était mon cas. Donc j'ai dit tu crois que quelqu'un va acheter ce livre? Il dit oui, bien sûr, très bien. Donc on sort ça le 23 janvier 2020. Le livre a été vendu 43 jours parce qu'on a confiné la France et les Français, ça vous a pas échappé au mois de mars. Donc en 43 jours on a vendu 3000 exemplaires, ce qui est déjà énorme. Très bien. J'ai fait 4 grosses émissions de télé pour ça. Et puis après, les librairies étant fermées, les grandes surfaces, enfin, etc. Bon, bah, c'est fini. Et puis le livre, il est parti après, voilà, à volo. Et puis c'est fini. Puis après, quand on a réouvert en novembre, ou en septembre, en novembre, les librairies, ou je ne sais plus, ou au mois de mai, je crois. Après, c'était trop tard. Le livre était trop vieux pour moi. Ouais. Alors c'est vrai que j'ai eu une enfance chaotique, mais comme des millions de Français. Hein, je rejoins là-dessus Yann Moix, par exemple, qui a eu une enfance un peu difficile aussi avec son père. Donc moi c'était un peu ça. Vous savez, moi j'appartiens à une génération où on a grandi avec des parents autoritaires, très autoritaires. Donc vous savez, on se prenait une fessée, des coups de ceinture, on se prenait des claques. Aujourd'hui, moi j'ai une fille de 27 ans. Quand j'ai élevé ma fille, par exemple, je crois que j'ai même jamais levé la main sur ma fille toute son enfance. C'est une autre génération. J'ai jamais eu besoin. J'avais tellement été traumatisé moi par mon enfance que en tout cas, j'ai pas souhaité reproduire la même chose que sur l'enfance de ma fille, évidemment. Évidemment. Mais vous prenez tous les gens de ma génération, Nicolas, posez la question, vous allez voir, ils vont tous vous dire ils prenaient vite des fessées, enfin, trucs invraisemblables. Enfin, et c'est vrai qu'il y a une différence entre quelques fessées et être maltraité quotidiennement, par exemple, ce qui a été le cas. Oui, ouais. Depuis. Bon, prendre une tape sur les fesses, ça a jamais tué aucun enfant. Hein. Bon. Mais après, quand vous prenez des coups, moi des fois j'arrive à l'école, j'avais des cocards, enfin c'était des fois c'était franchement oui, moi j'oserais même pas mais mes parents déjà aussi entre eux ils avaient des rapports, ils se battaient, enfin c'était hallucinant, hein, c'est hallucinant. Et est-ce qu'on peut dire que la musique vous a en quelque sorte sauvé? Mais c'est souvent un échappatoire, même pour tous les gens, vous savez, tous ceux qui achètent des disques, qui achètent aujourd'hui, souvent vous entendez en fait dans les chansons avec les textes une vie formidable, une vie auquel vous rêvez, une gentillesse, une simplicité, des sentiments amoureux absolument magnifiés comme ça dans les chansons, des rapports humains exceptionnels. Et finalement, c'était mon exutoire. Il y a des espèces de chansons qui vous redonnent cette espèce de force de vivre. Et moi, c'est ce qui m'a, à mon avis, sauvé de cette difficulté. J'ai pas besoin de faire longtemps de la thérapie. J'ai pas fait de thérapie, mais c'est la chanson qui a été une thérapie pour moi. Mais comme elle posait la question à beaucoup de gens, ils vont tous vous le dire. Hein. Et par exemple, vous parliez de Yann Moix, et lui, ça a été l'écriture qui a été son échappatoire. Absolument. Et vous parliez il y a un instant de votre fille également, qui évolue également dans l'univers des médias, Sarah Lecoeuvre, qui est journaliste à TV Mag, donc j'imagine que vous la suivez attentivement. Alors, vous savez, je regarde ses émissions quand j'ai le temps, parce qu'elle présente sur le web. Le Buzz TV Mag. Le Buzz TV Mag, alors des fois où elle co-présente, où elle est chroniqueuse, enfin ça dépend des semaines. Donc des fois je regarde et tout ça. Moi je trouve qu'elle est très douée parce que moi, au même âge, j'aurais été incapable de parler à une caméra, mais totalement incapable à 25, 26, 27 ans, j'aurais été incapable de parler à une caméra. Moi ça m'est venu très très tard la télévision. C'est en observant les autres, mais pendant 15-20 ans. Donc je trouve qu'elle est très douée. On sent que, vous savez, c'est comme Obélix, comme on dit, elle est née dans le chaudron, quoi. Voilà. Et elle est tombée dans le chaudron. Et vous l'avez poussée un petit peu à faire ce métier ou c'est venu très tôt chez elle comme passion? Je l'ai poussée à rien du tout. Du tout. Quand elle était petite, elle regardait, elle adorait, comme toutes les petites filles de son âge, la Star Academy. Donc au départ, toutes les petites filles veulent être chanteuses.
Et puis d'un seul coup, un jour, j'ai une journaliste qui est venue manger à la maison, qui s'appelle Stéphanie Laure, qui est une grande journaliste, et en presse people. Et puis elle a trouvé la journaliste formidable à table, elle était éveillée pour les voyages de presse, pour tout ça, etc. Donc d'un seul coup, après, elle voulait plus être chanteuse, elle voulait être journaliste, ce qui m'arrangeait. Et, donc, et, puis, et puis après, elle regardait souvent les émissions politiques, elle est très calée, très très calée. C'est-à-dire elle sait les programmes de chaque homme politique, mais quand elle avait 12-13 ans, elle connaissait les programmes de chaque homme politique, elle faisait la différence entre une extrême gauche, une droite, une extrême droite, etc., le centre. Et puis elle adorait regarder les débats politiques. Il y avait déjà beaucoup de débats politiques déjà dans les années 90-2000, on va dire. Hein, ouais. Et donc ça la passionnait de regarder les gens comme ça se disputer, s'engueuler en télé, tout ça, machin. Et en même temps, elle a fait son école. Alors après, elle est diplômée de l'ESJ, plus de la rue du Louvre. Enfin, elle a fait 5 ou 6 ans d'études en journalisme, évidemment. Donc elle est très capable. Et elle a un sens, par exemple, pour l'écriture. Elle écrit très bien. Mais elle a ce sens plus rapide que moi je ne suis. Moi, par exemple, pour faire un livre, je peux mettre ou raconter une histoire de chanson, je peux mettre des fois 2 jours ou même 15 jours. Elle papier sur Miss France. Alors là, d'un seul coup, elle sort le papier en 1 heure et c'est sublimement bien écrit. Elle a une structure dans la tête que je n'ai pas. Et c'est là toute la différence entre celui qui a fait des études de journalisme et celui qui est journaliste sans avoir forcément le diplôme. Voilà la différence. Et j'ai une grande considération pour son travail. Maintenant, je pense que c'est aussi réciproque. D'abord, je suis son papa, et puis elle connaît mes livres, elle connaît, et puis j'imagine quand elle reçoit des invités en télévision, j'imagine comme on a le même nom, je pense qu'il lui parle aussi de moi, je pense. Bien sûr, et vous avez le même nom et la même ressemblance aussi. C'est ce qu'on me dit souvent. Ouais. Beaucoup de gens m'ont appelé hein, quand elle a fait, après l'élection des Miss France en décembre, elle a fait sur BFM TV, je crois qu'elle était invitée toute la matinée, je sais pas quoi, elle parlait des Miss France, elle donnait son analyse et tout ça. Et j'ai reçu, je sais pas, 80 SMS de gens qui me disaient, mais tu peux pas dire que c'est pas ta fille, là, parce que toi en fille, c'est hallucinant. Mais je dis, ben voilà, c'est ça, les chiens font pas des chats, comme on dit. Et alors pour revenir sur votre présence médiatique, on en a parlé, le 11 mai 2019, une autre date qui vous correspond, vous le savez? Alors là, attendez, je suis bon sur les autres, mais pas sur les miens. C'est souvent ça d'ailleurs. C'est le cordonnier le plus mal chaussé, souvent. Qu'est-ce que j'ai fait le 19 mai 11 mai 2019. Ah, le 11 mai. Je sais que le 11 mai 2016, j'étais à Bercy avec Paul Naref. Eh bien, 3 ans après, c'était la dernière des années bonheur sur France 2. Ah oui. Alors c'était ah ben c'est marrant ça. Alors c'était la dernière des années bonheur, le dernier enregistrement des années bonheur, parce qu'ils ont été diffusés jusqu'en août en fait. Ah, oui, voilà. Voilà, mais c'était le dernier des années bonheur. Exactement. D'accord. Je ne connaissais pas la date. Merci. Eh ben, vous êtes resté 14 ans à côté de Patrick Sébastien. Est-ce que ça vous manque déjà? Ben, ça me manque. Je sais pas. Oui, non, je sais pas. Je trouve que on était arrivé à la fin de l'histoire. Déjà une émission qui fait 13-14 ans, je peux vous dire que c'est rare. Hein. Très très rare aujourd'hui. Hein. Bon. Même Sacrée Soirée, ils avaient fait 7 ans par exemple, qui est une grosse émission au Prime aussi. Donc vous voyez, c'est très rare, c'est parce qu'il y a une érosion à un moment donné. Et puis on avait un problème avec Patrick, c'est que sur les 14 années que l'on a travaillé ensemble, c'est qu'on a perdu beaucoup d'artistes. Donc on avait tous ces artistes d'hier, il y en avait de moins en moins, en fait. Alors entre ceux qui voulaient pas la faire, ceux qui disparaissaient, et ceux qui n'étaient pas en actualité, qui voulaient la faire mais pas tout de suite, etc., ça devenait compliqué la programmation. Mais en même temps, c'était magique, parce que l'intelligence d'un Patrick Sébastien, en tant que producteur, hein, au-delà d'être un bon animateur, c'est aussi un excellent producteur de télé. Et c'est vrai qu'il réunissait la jeune génération avec les plus anciens, donc ça c'était formidable. Bon, Nicolas, on avait aussi bien dans l'émission, on avait Black M, on avait Stromae, mais on avait aussi Eddie Mitchell, Véronique Sanson, on avait aussi bien Christophe Maé que Henri Salvador. Donc et ça c'est assez magique. C'est rare, parce qu'il n'y a pas l'excellente émission Taratata, par exemple, on n'a pas ça chez Taratata. Il y a plein d'artistes comme Gérard Lenormand qui ne peut pas faire Taratata. On a plein d'artistes qui n'ont pas la carte pour faire Taratata, parce que c'est du rock, on va dire. Bon. Mais les rock et ceux qui n'ont pas la carte rock pouvaient faire les années bonheur. Donc je pense que, bien sûr que moi je regrette, parce que c'était une émission magnifique, déjà. On s'amusait beaucoup.
avec les équipes de Patrick Sébastien, qui étaient des gens merveilleux, avec Patrick lui-même, sa femme à l'époque, etc. Enfin, Vous êtes toujours en contact avec Patrick? toujours. Je suis allé le voir sur scène, il cartonne d'ailleurs dans toute la France, avec son spectacle le plus grand cabaret du monde sur scène. Ça, c'est magnifique. Je l'ai vu à Rouen, je suis allé voir au Palais des Sports à Paris, à chaque fois des salles bourrées partout. Bon, donc, puis on est resté, donc des fois on nous arrive encore à manger ensemble, tout ça, ou de rester 1 heure au téléphone, on s'appelle la nuit toujours. Mais vous savez, on peut pas travailler 4 ans avec quelqu'un si on fait semblant. On a jamais triché, lui, il a jamais triché avec moi. Quand il en a marre de me parler, il dit bon, je te rappelle, hein, c'est plus tard. Quand moi, autre chose, je dis bon, là, Patrick, je te rappelle plus tard parce que là, j'ai un truc. Alors, je suis moins direct que lui, hein. Mais voilà, mais il sait qu'on est nature, c'est notre nature, comme ça. Et donc, non, mais moi, ce que je plains surtout, c'est les artistes. Ça me fait plus de la peine, pas pour moi d'avoir été les années bonheur, ni Patrick. Et je pense que Patrick pense aussi la même chose que moi. Ils ont moins d'exposition. C'est le manque d'exposition des artistes d'aujourd'hui. Parce qu'ils ont perdu, tous les artistes en général, ont perdu une très grosse vitrine annuelle. Énorme vitrine. Ça n'a pas été remplacé les années bonheur. Je savais ce qu'allait dire l'un ou l'autre et qu'il fallait que j'attende une respiration pour passer, moi. Je savais qu'il était à bout de souffle, je savais que j'allais pouvoir commencer ma phrase. Donc tout ça, c'était un gimmick, on se donnait des coups de genoux sur la table avec Patrick, tout ça. C'est vraiment un type bien. Autre date, quelques mois après l'arrêt des années bonheur, le 5 octobre 2019. Qu'est-ce que j'ai fait le 5 octobre 2019 Je ne sais plus ce que j'ai fait. Dites-moi, vous allez me dire ce que j'ai fait. Alors vous rejoignez la bande de Cyril Hanouna dans la Grande Darka, chaque samedi sur C8. Eh bien oui, bien sûr. Oui, parce qu'ils avaient du mal à démarrer en audience. Ils avaient démarré en septembre la Grande Darka. C'était le samedi. C'était le samedi, absolument. Et on tournait le mercredi. Et en fait, je participe à TPMP la semaine, genre le lundi qui précédait le 5 octobre. Et puis, j'ai fait une très bonne émission. Il y avait Bafi déjà dans l'émission. Et Bafi dit à Hanouna, il me dit, tu devrais prendre le cœur dans la Grande Darka. Parce que il faut toujours un mec qui raconte des histoires, qui peut être chiant des fois. Parce que c'est un jeu de rôle, hein, qu'on a tous. Hein. Bon, l'intelligence d'un Hanouna, c'est ça aussi. C'est que chacun est dans son jeu de rôle. Il faut toujours un vieux qui raconte des histoires, qui fait un peu chier le monde, mais qui raconte quand même des bonnes histoires. Il faut avoir quelqu'un qui est un peu Jones. Il faut quelqu'un qui est un peu tendance. Il faut quelqu'un qui est un peu dragueur. Il faut quelqu'un... Voilà, chacun est dans son poste. C'est très bien fait, TPMP. Très, très bien fait. Et moi, j'étais un peu le vieux, quoi, qui avait traversé le temps, qui avait rencontré tout le monde et qui pouvait parler ou raconter ce qui se passait derrière, ou bien une histoire de chanson, ou un artiste comme il avait commencé, ceci, cela. Donc voilà, et puis ça a bien fonctionné. La première a fait décoller l'émission que j'ai faite, la deuxième, la troisième. Et puis c'est une émission qui faisait, je sais plus, 700, 800 000 personnes, hein, le samedi après-midi. On le fait à cause du Covid. Avec le confinement, effectivement, en mars. Non, ça s'est arrêté en mars. Donc on a arrêté les tournages à partir de mars, à partir du 17 ou 19 mars, je ne sais plus quand on a été confiné. Et puis on n'a pas repris parce qu'après Cyril a refait d'autres choses. Après il a fait une émission où les gens racontaient que des gens qui se racontaient des blagues, ils invitaient que des humoristes. La grosse rigolade. La grosse rigolade avec Gad Elmaleh, avec tous ces grands Lelouch, enfin il y avait tous les grands humoristes d'aujourd'hui, Elie Semoun, enfin et tout ça. Et on pourrait vous revoir dans l'émission ou l'une de ces émissions par exemple. Je refais 3-4 fois déjà TPMP, hein. Mais il faut qu'il y ait des thèmes qui me correspondent, évidemment. Moi, je ne veux pas faire TPMP pour faire TPMP. Bon, j'ai fait 1 an avec Cyril Hanouna pratiquement quotidiennement. Après, et puis il fait tourner les chroniqueurs à un moment donné. Il est obligé, parce qu'on peut user aussi à un moment donné. Il y a toujours des nouvelles têtes, même s'il y a des gens comme Benaïm qui sont là depuis le début, ou des gens comme ça précieux qui sont là depuis le début en tout cas. Mais en même temps, moi, quand il m'appelle, je suis là, je le fais, ce qui arrive, ce qui est arrivé quelques fois récemment. Il m'avait demandé de venir d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, puisque il voulait organiser un rendez-vous entre Oshi et moi sur le même plateau. Ah oui, on allait en parler juste après, mais ah oui, d'accord. Voilà, et ben, je suis venu tout seul finalement, parce que Oshi a refusé de venir, donc je suis venu tout seul sur le plateau, et puis pendant 40 minutes, j'ai raconté l'envers de tout ça, voilà. Et je me souviens également, vous étiez chroniqueur dans une autre émission produite par Cyril Hanouna, c'était Il en pense quoi Camille, avec Camille Combal.
Val, qui est un grand professionnel aussi, et qu'est-ce qu'on a rigolé aussi là avec Stéphanie Loire, il y avait d'autres chroniqueurs avec moi, il y avait Zetoun, Sandra Zetoun, il y avait, mais qu'est-ce qu'on a ri avec tous ces gens et tout ça, mais des fous rires, on rentrait, j'avais mal aux mâchoires, il y a une espèce de divertissement comme ça qui est drôle, parce que d'abord, TPMP, enfin c'est H2O, vous savez, la société Cyril Hanouna, ils ont des rédacteurs en chef, ou des chroniqueurs, ou ceux qui écrivent les textes, ceux qui font les conducteurs, ceux qui font les thèmes par jour et tout ça, qui sont assez brillants. À chaque fois, ils collent à l'actualité, évidemment. Alors, il y en a toujours un qui donne son avis, il y en a toujours un qui fait un scandale, il y en a un autre qui fait rire, il y en a un autre qui est à côté de la plaque. Et je trouve ça très amusant. Et depuis vos participations à ces émissions, est-ce que vous avez senti votre popularité augmenter, notamment auprès des jeunes? Oui, parce que les années bonheur, par exemple, dans les gens qui me parlaient dans les trains ou dans les aéroports, c'était des gens qui avaient une moyenne de 35, 70 ans, ce qui fait du monde, oui, Oui, quand quand même. même. Et quand j'ai commencé à faire Hanouna régulièrement, eh ben alors c'était les 15, je me souviens, j'avais été en Italie, à Rome, j'ai pris l'avion, et à l'aéroport de Rome, je suis tombé avec un groupe de Français qui était une classe qui était partie faire aussi un séjour en Italie, et puis d'un seul coup je me suis fait, les gens ils m'ont dit ah c'est Fabien Lecoeur, mais c'est ah oui c'est lui et tout ça machin, et c'était des mômes qui avaient peut-être 15-17 ans quoi, vous voyez, d'un seul coup donc oui on touche davantage les plus jeunes dans les gares et les aéroports ou dans la rue. Alors à Paris personne ne fait attention quand il y a des gens qui font de la télé, c'est plus dans les régions quand on va moi j'ai une maison en Normandie, donc par exemple, bon bah voilà, donc quand je suis en Normandie, évidemment, les gens sont plus sensibles parce qu'ils regardent peut-être plus la télé qu'à Paris. Et c'est vrai, vous avez évoqué ce sujet, une polémique donc née malheureusement en avril 2021, où sur une web radio vous avez qualifié la chanteuse Oshi d'effrayante, propos que vous avez très vite d'ailleurs regretté, vous êtes même excusé à plusieurs reprises. Est-ce que vous trouvez que cette polémique a eu un coup sur votre carrière? Non, 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 parce que non, je pense que les polémiques qui mettent des freins aux carrières sont tout ce qui est d'ordre pédophile, sexuel, Bien agression sûr. sexuelle et viol, bien sûr. Bon. Et puis agression verbale, physique, des gens. Bon, voilà, là, oui, évidemment, et je crois qu'il y a plein d'exemples, j'ai pas besoin de donner les noms, il y a plein d'exemples en ce moment. Bon. Non, moi, ça a pris une ampleur que ça n'aurait pas dû prendre, à mon avis, parce que ça a été instrumentalisé. C'est ça. Alors, bien sûr que j'ai regretté. Évidemment, parce que d'abord, moi, je fais pas ce métier pour dire du mal des artistes. Jamais vous l'entendez du mal des artistes. Maintenant, je me suis pris les pieds dans le tapis. C'était la 3e interview que je faisais dans la journée pour la sortie d'un livre. Et puis, elle avait sorti un album qui s'appelait Étoile flippante. Bon, donc je crois que le mot effrayante, il est pas loin d'être synonyme du mot flippante. Hein. Sans référence. En tout cas, ouais, ça reste des synonymes quand même tout ça. Hein, bon. Et puis je sais pas, j'ai comparé les époques et mon erreur, ça a été de donner le nom de quelqu'un d'actuel, de vivant. Et puis je comparais les époques d'hier et d'aujourd'hui. Effectivement, j'ai expliqué en 2 mots que on tenait moins compte du physique aujourd'hui qu'on en tenait compte il y a 40 ans et plus. Bon. Et puis bien sûr qu'il y a toujours des contre-exemples. Bon, parce que de tout temps, il y a eu des gens beaux, et puis des gens qui n'étaient pas dans des critères de top modèle, et qui quand même réussissaient. Donc j'expliquais ça. Seulement après, quand on extrait la phrase d'une interview, bon, on lui fait dire ce qu'on veut au mec, après. Bon. Donc après, je passais pour une espèce de tyran, de grossophobe, de lesbophobe, je dis, oh là là, mais attendez, mais moi j'ai pas parlé de sexualité. J'ignorais totalement même la sexualité de Hoshi, je sais même pas. Enfin voilà, je l'avais reçu une fois dans les années bonheur, d'ailleurs, très sympa. Je l'avais annoncé, j'avais préparé, j'avais fait une éloge sur sa carrière incroyable, il était venu avec une marinière pour chanter sa chanson, son premier succès en tout cas. Et donc, puis d'un seul coup, c'est devenu un truc communautaire. Vous savez, c'est la force d'Internet aujourd'hui. Oui, on Bon. parlait des menaces de mort, vous en avez eu encore plus que pour Michel Polnareff, je crois là. Oui, alors, c'est-à-dire que j'ai eu 131 menaces de mort, plus de 990 000 messages sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook, Twitter. Vous êtes contacté par la police judiciaire au bout de 400 000, parce qu'ils pensent qu'il y a une anomalie sur votre compte. Donc d'un seul coup, j'étais en tête des bad buzz pendant 2 jours, le 7 et 8 avril. J'étais en tête de tous les bad buzz, donc je me suis retrouvé dans un truc que je comprenais pas du tout. Je dis, mais enfin... Et puis l'homme qu'on décrivait, je me reconnaissais pas du tout. Ouais. Donc, mais vous savez, après, on met en exergue certaines choses. Bon, et puis on instrumentalise les choses. Et d'ailleurs, la maison de 10 de Hoshi a très bien fait.
Bon, mais ce que je regrette surtout là-dedans, au-delà d'avoir tenu des propos qui ont dérapé, mais surtout je regrette, c'est l'absence de dialogue. Parce que je trouve, quand il y a une histoire comme ça, dans une autre époque, encore une fois de plus, les gens se seraient rapprochés, ils auraient fait peut-être une blague ensemble. Voyez, dans une autre, 20 ans plus tôt, le producteur d'Oshi serait venu me voir en disant bon, on va faire une photo, on va tourner un clip où Oshi vient mettre un poster dans ta chambre. Oui. On aurait loué une chambre d'hôtel, on aurait créé une scène drôle d'ailleurs par rapport à ce que j'avais dit. Mais C'est elle n'a ça. pas voulu vous rencontrer, hein. Non, mais je crois qu'elle. Alors, c'est sa manageuse, apparemment, qui est aussi sa petite amie, qui est sa manageuse, qui est une belle personne aussi. Hein, enfin, sont des professionnels. Bon, elle a préféré mettre une distance, rien, l'utiliser à fond. Bon, Puis bah, même, il y a eu une suite, puisque le chanteur Grand Corps Malade a utilisé dans une de ses chansons vos propos avec votre voix. Et c'est vrai que là, ça vous a quand même agacé. Je crois qu'il y a eu un dépôt de plainte. Où ça en est, non, cette procédure? pas du tout, parce que les gens, après, ils amplifient tout et n'importe quoi. En fait, Grand Corps Malade, moi, j'adore deux mecs aujourd'hui dans l'écriture. Il y a deux génies. C'est Abdel Malik, qui est une plume exceptionnelle. Vraiment, c'est un auteur exceptionnel. Et Fabien Marceau, plus connu sous le nom de Grand Corps Malade. Bon. On s'était rencontrés plusieurs fois, je l'ai interviewé plusieurs fois à la radio, etc. Donc, on se connaît bien. Il m'a envoyé des mots, des SMS, on avait nos téléphones et tout ça. Bon. Lui, d'un seul coup, début juillet, je découvre qu'il utilise ma voix, enfin, les grandes phrases de mon interview, il en a fait une chanson en duo avec lui. Bon. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et puis, je lis Le Parisien comme tout le monde. Et dans Le Parisien, Fabien Marceau, le journaliste du Parisien, Éric Bureau, lui dit, mais est-ce que vous avez le droit d'utiliser, vous avez demandé l'autorisation pour utiliser la voix de Fabien Lecoeuf? Parce qu'on sait bien que tout le monde le sait, n'importe quel juriste vous le dira, la voix fait partie des attributs de la personnalité. Donc, encore une fois de plus, quand on prend la voix de quelqu'un sans autorisation, eh ben, à un moment donné, il y a des droits, enfin, voilà, c'est interdit. C'est comme ça, c'est la loi. Pas moi qui l'a fait, la loi. Hein. Bon. Et donc, j'ai envoyé une petite lettre à Grand Corps Malade. Très sympathique d'ailleurs. J'avais son mail, le mail de son avocat, etc. Très bien, j'ai envoyé. Bon. Apparemment, d'après ce que Grand Corps Malade disait dans Le Parisien, il disait que son avocat lui avait dit qu'il avait le droit d'utiliser, mes propos étaient dans le domaine public. Alors, j'ai envie de lui répondre, sans être juriste, mais avec un peu d'expérience. Oui, les propos d'une interview sont dans le domaine public, à partir du moment où vous donnez votre autorisation. Ce qui était le cas. À partir du moment où vous prenez ces mêmes propos, vous rajoutez derrière ma voix une petite musique pour faire du slam et que vous en faites une œuvre musicale, Oui, c'est pas pareil. et plus dans le domaine public, évidemment, parce que vous vous servez d'une voix, certes au départ, qui est dans le domaine public, mais elle ne le devient plus, puisqu'on ne l'utilise plus pour une interview, pour un droit de citation qu'ont les journalistes, on l'utilise à ce moment-là pour créer une œuvre musicale. Et à des fins commerciales. Et à des fins commerciales, puisque lui, j'imagine que ses disques, là ils sont à plus de 500 000 albums vendus, j'imagine que ces disques, ils sont pas gratuits dans les magasins. Bon. Donc fatalement, voilà. Donc, alors je n'attaque pas Grand Corps Malade, contrairement à ce qu'on a dit. Il est très au courant d'ailleurs. J'ai envoyé simplement j'ai fait un dépôt de plainte en tout cas auprès de Jean Rachid, qui est le producteur de Grand Corps Malade, et la société Anouche Productions. Voilà. Et puis j'ai également fait une intervention auprès d'Universal, qui est le distributeur des disques de Grand Corps Malade. Voilà. Mais en aucun cas, je ne veux pas faire de mal à Grand Corps Malade, ni lui dire voilà, oh là là, au scandale. La chanson, je la trouve très bien. Bon, il pouvait de toute façon faire la même chanson sans ma voix. La vraie erreur, c'est qu'il pouvait faire la même chanson avec un comédien qui prenait ma voix, où il y a Marc-Antoine Lebray qui m'imite très bien, par exemple. Ouais. Et donc je faisais le parallèle avec le fait qu'on vous voyait moins, parce que suite à cette polémique, Europe 1, la radio, vous a évincé de base provisoirement, oui. Et on vous a plus jamais revu. Alors, mais non, mais Europe 1, c'était un peu délicat, parce qu'en fait, et Europe 1 ne m'a jamais écrit. Jamais. J'ai eu un coup de fil 2 jours après cet événement. J'ai eu un coup de fil du directeur de l'information qui m'a dit écoute, ce serait peut-être bien que tu viennes pas le week-end prochain, puis le week-end d'après pour 2 week-ends. Bon. Et puis après, ils ont fait un communiqué de presse public, donc, auprès de l'AFP et de tous les grands médias, en disant voilà, suite aux propos tenus par Fabien Lecoeuvre, nous suspendons de l'antenne Fabien Lecoeuvre provisoirement. Et puis,
Plus de nouvelles du tout, personne m'a écrit. Et Wendy Bouchard, l'animatrice avec qui vous étiez? Alors Wendy Bouchard m'a envoyé des petits SMS, tout ça, parce que on était amis, hein, au-delà de, vous savez, quand on fait des missions ensemble, puis c'est vraiment une très grande journaliste et une belle personne humainement. On a des valeurs, en tout cas communes ensemble. Donc, elle était très embêtée, parce que c'était le directeur d'information qui lui demandait ça. Il lui a demandé de se fendre aussi d'un SMS, enfin d'un tweet en tout cas, pour informer que je ne serais pas à l'antenne et tout ça. Bon, c'était des trucs qui étaient un peu instrumentalisés et pilotés un peu. Mais personne, d'abord, il n'y a pas de faute. Parce que de donner, vous savez ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce que j'ai dit sur Rauchy, on appelle ça une opinion. L'opinion en France, ce n'est pas un délit. Mais on voudrait faire passer aujourd'hui une opinion pour un délit. Ben non. On a le droit de dire qu'on n'apprécie pas forcément musicalement tel ou tel artiste. C'est pas pour ça que, vous voyez, c'est pas une insulte. Une opinion, ce n'est pas une faute professionnelle. On a le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'on appelle la bien-pensance aujourd'hui. On a le droit d'être différent. On a le droit de dire, non, moi c'est moins ma tasse de thé. C'est pas pour ça qu'on est homophobe, islamophobe, c'est pas pour ça qu'on est lesbophobe, grossophobe, enfin j'ai entendu tout. Hein. Bon. Et pour revenir sur Europe 1, donc vous allez attaquer en justice ou qu'est-ce qui va se passer pour les prochains mois? Écoutez, pour le moment, on est en discussion. Je ne peux rien dire encore pour le moment, je ne peux pas présumer, mais il y a quand même eu une grave faute professionnelle aussi de la part d'Europe 1. Et c'est vrai que c'est allé très loin cette affaire, on en parlait pratiquement dans toutes les émissions. Il y a même Laurent Ruquier qui a refusé de citer votre nom en parlant de la polémique qui recevait Grand Corps Malade. Mais vous savez, Laurent Ruquier, pour moi, qui est un grand professionnel, parce que c'est un humoriste qui est devenu animateur, enfin moi je l'ai vu sur scène à l'époque où il était humoriste, donc je le connais depuis longtemps, pour moi il est l'épicentre de la bien-pensance aujourd'hui. C'est l'épicentre, c'est le symbole même. J'ai pas compris le fait qu'il s'en prenne un peu à moi, Laurent Ruquier, sachant que je lui avais rendu le service de sa vie. Parce qu'il a oublié, Laurent Ruquier, mais ça c'est ce métier, hein, il a oublié qu'un jour, Catherine Barma, qui est sa productrice d'émission quand il faisait le samedi soir, On n'est pas couché. On n'est pas couché sur France 2, m'avait supplié de lui amener Michel Polnareff. Et moi, que je trouvais toujours sympathique, Laurent Ruquier, d'abord je pense qu'il est bon, hein, c'est un mec très bon, il est drôle, il est percutant, pertinent, je trouve que c'est vraiment un type bien, professionnellement vraiment. Et j'ai tout fait, je peux vous dire. Je l'encourage à lire mon livre d'ailleurs. Hein. Un jour, Laurent Ruquier, s'il a un peu de temps dans sa vie, mais je crois à mon avis, il n'a pas le temps. Je l'encourage à lire mon autobiographie. Parce que je raconte dedans le temps que ça m'a mis pour convaincre Polnareff de faire On n'est pas couché. Ça a été une émission formidable d'ailleurs. Le public avait des lunettes de soleil, il y avait Yann Moix qui était un grand fan, d'ailleurs, je me rappelle très bien. Et avec Catherine Barma, et puis il fallait que je convainque, parce que tout le monde à la maison de disques, à l'époque, chez Universal donc, disait à Michel Polnareff de ne pas faire cette émission. Que ça allait faire naître une polémique, ils font que des polémiques, etc., etc. Je me suis battu contre tout le monde, sauf contre Polnareff, puisque depuis le début, Polnareff et moi, on était d'accord, parce que je savais que lui, Polnareff, était un grand professionnel. On allait répéter, c'est-à-dire moi je faisais dans la voiture, parce que j'ai voyagé tout l'été 2016 avec, et on va dire avec Polnareff, et dans la voiture, à chaque fois, je répétais avec Michel, je faisais Ruquier, moi, dans la voiture. Je posais des questions, et je regardais les réponses qu'il avait, et on travaillait ensemble. Et comme c'est un professionnel, et un type drôle et malin aussi, Polnareff, et intelligent, il savait. Donc on a vraiment fait le truc ensemble, mais ça a été très peiné. Et à côté de ça, toute la pression qu'on a eue pour qu'il ne fasse pas l'émission. Mais c'est invraisemblable. Pour ça, Ruquier ne sait même pas la carte que j'ai jouée pour lui. Alors c'était Barma qui était l'intermédiaire au milieu à l'époque, hein, mais enfin, moi je le faisais pour Laurent Ruquier aussi, parce que je trouvais qu'il le méritait, et puis que ça allait bien fonctionner. Et d'ailleurs, j'avais eu l'accord de Laurent Ruquier quelques jours avant, parce que Polnareff voulait s'asseoir à côté de Laurent Ruquier. Ce qui s'est passé dans l'émission. Organiser tout ça, c'était pas simple, hein, pour des histoires de caméra, d'éclairage, de machin, enfin, techniquement, ça s'organise, quoi, en tout cas. Et tout s'est bien passé. Et quand j'ai vu après que dans une histoire où j'ai un genou à terre à un moment donné, parce que c'est comme ça, parce que ça peut arriver dans la vie de déraper, c'est humain, j'ai vu quand il m'a chargé un peu la mule, j'ai dit franchement, le mec il a pas de mémoire. Voilà. Mais comme je dis toujours, la vie se chargera peut-être un jour de le remettre à sa place aussi, parce que vous savez, c'est des métiers fragiles, hein, ce que l'on fait.
très fragile. Et d'ailleurs, il y a peut-être un parallèle à faire. Vous aviez fait pareil avec Michel Polnareff pour TPMP. Il était également venu dans l'émission Oui, de Cyril absolument. Hanouna. Et absolument. Et toutes les émissions que j'ai fait faire à Michel, à chaque fois, je me luttais avec Universal. Ouais. Je me luttais. Il ne voulait pas prendre de risque de mettre Michel Polnareff de peur qu'il dérape dans ce genre d'émission. Et j'étais seul au monde à l'époque. Pour faire Ruth et Hanouna, j'étais seul au monde. Je me luttais contre tous les partenaires. C'était un enfer. Et alors, toute dernière question avant de se quitter. Vos projets, et y compris télévisuels, est-ce que vous aimeriez faire une émission à vous, par exemple? Oui, pourquoi pas. Mais vous savez, j'ai jamais fait de démarche pour être à la télé, moi. Jamais. Je suis jamais allé voir quelqu'un pour faire une émission, faire ceci. Je suis toujours arrivé parce qu'on m'appelait, ou on venait me chercher. Donc là, j'ai profité d'abord déjà du Covid pour écrire des livres. J'ai profité après de l'incident aussi, parce que avec Oshi, je me suis mis volontairement 4-5 mois en marche pour pas agacer au milieu des trucs, pour dire ah bah voilà, machin, il instrumentalise lui aussi, tout ça. Je me suis mis un peu à l'écart, surtout qu'Oshi faisait beaucoup d'émissions pour parler de ça. Donc je voulais pas me mettre en face d'elle et tout ça, parce que je pouvais pas dire du mal de cette jeune fille. Enfin, c'était à un moment donné, on peut pas. Moi, c'est au-dessus de mes forces. Même si on dérape un jour, mais il y a pas de fondement à tout ça. Bon, si un jour elle me connaît bien, un jour Oshi, et j'aimerais un jour vraiment, pourquoi pas déjeuner avec elle, dîner avec elle et sa manageuse évidemment, et parce que si elle savait justement qui j'étais, je pense qu'elle aurait dit ah bon, il a dérapé, c'est pas de bol pour lui, mais bon, effectivement, c'est pas le mec qu'on veut décrire, quoi. Bon, voilà. Donc, Et vos projets, donc, on parlait de livres. préparer des livres. Vous voyez, je suis avec mes ordinateurs, moi aussi. Vous voyez, Ça bosse. et puis au bureau, et puis je prépare des ouvrages. On peut Beaucoup, juste beaucoup. citer les thèmes de ces ouvrages? Alors, j'en prépare un important sur Podium, le journal Podium. Car au mois d'octobre, cette année, c'est le 50 ans du journal Podium. Et puis après, je vais faire des livres encore je prépare un Céline Dion, je prépare un Johnny, enfin voilà aussi d'autres livres. Donc voilà, puis j'ai des projets en télé, mais je peux pas en parler encore maintenant. Et en radio même, mais je peux pas en parler. Vous savez, tant que c'est pas signé, je n'en parlerai jamais. D'accord, bah, vous reviendrez nous voir pour nous en parler en tout cas. Ah mais, promis Nicolas. Super. Et dernière remarque, il y a un portrait d'Emmanuel Macron derrière vous? Il y a un portrait d'Emmanuel Macron. Oui, qui est d'ailleurs, oui c'est vrai, qui est signé d'ailleurs du président, parce que j'ai eu la chance d'échanger beaucoup avec lui en fait. Souvent il reçoit mes livres et puis enfin des fois un jour il m'avait demandé aussi un livre pour un voyage officiel, etc. Enfin pas lui mais son chef de cabinet généralement. Et puis c'est un grand amoureux de la chanson française. Quand il est venu voir Michel Polnareff à Bercy, moi il m'avait dit, après on est resté un petit moment ensemble et tout ça, il n'était pas président encore à l'époque. Et donc j'avais pris sa défense, mais comme j'aurais pris la défense de François Hollande, de Nicolas Sarkozy ou de Jacques Chirac ou de François Mitterrand. C'est-à-dire que ça va être souvent, des fois dans les opposants, les gens peuvent être violents et vous reprocher des choses incroyables. Donc moi, il connaît le président Macron, en tout cas, mon travail que je fais sur la chanson française, parce que souvent il m'envoie des petits mots très gentiment, etc., sur mes dictionnaires, sur mes livres ou mes interventions, etc. Voilà, et je trouve que moi je fais jamais de politique. Moi j'aime les humains, j'aime les gens, les hommes, les femmes. Je trouve que c'est voilà, parce que ça reste, avant d'être des grands hommes ou des grandes femmes politiques, ça reste des humains. Donc sensibilité. Vous, quand vous étiez enfant, Nicolas, vous avez acheté vos premiers disques, je sais pas quels étaient vos premiers disques que vous avez achetés. Je me souviens de François Hollande, lui, quand il m'a dit moi, le premier disque que j'ai acheté, c'était La belle histoire de Michel Fugain, en 72, par exemple. Bon. Nicolas Sarkozy m'avait dit moi, c'était Rock Collection, il y avait Keith Smith et Jérôme, il y avait Nicolas, évidemment, Ma Gueule, enfin, tous les tubes de Johnny qui correspondaient évidemment de cette génération-là, en fait, quand vous commencez à avoir 10-15 ans et que vous commencez à vous intéresser à la musique. Mais au-delà de ça, alors souvent après, le président m'avait envoyé un petit mot très gentil pour me remercier, pour me dire que voilà, pour me remercier ce que je faisais pour la chanson française, etc., etc. Donc voilà, je trouvais ça très sensible et puis voilà, je trouve que c'est respectueux. En tout cas, voilà. On prépare des expositions sur la chanson française, par exemple aussi, avec des costumes de scène, des manuscrits, des affiches,
des choses incroyables, des objets de la chanson, que ce soit des cravates de Beko, que ce soit des bandanas de Renault, que ce soit des... Voilà, c'est-à-dire c'est très... vous voyez, donc je suis dans tous mes trucs, moi, en fait. Donc j'ai pas le temps, franchement, de réfléchir à tout ça. Je ne sais même pas pour qui je voterai encore. D'accord. Voilà. Eh bien, en tout cas, on vous suivra dans tous vos prochains projets. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouveau numéro de EPAF. C'était vraiment un plaisir de parler avec vous pendant cette heure-là. De même, et puis longue vie à vos réseaux, et puis je suivrai désormais, je vais suivre un peu vos réseaux de ce côté-là, et puis c'est parfait, tout va bien. Eh bien, adorable et à très vite dans EPAF.